matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Corinne Lalo pour son livre et une très grande discussion autour du grand désordre hormonal. Corinne Lalo est journaliste, grand reporter, qui a été grand reporter à la télévision pendant 30 ans, spécialisée dans la santé. Elle a couvert des affaires évidemment très connues, telles que celle du sang contaminé, du nuage de Tchernobyl, la vaccination contre l'hépatite B, la grippe H1N1 et le Mediator. Autant dire qu'elle connaît un petit peu ces sujets-là, de la santé, en bande organisée, comme on pourrait dire. Elle est auteure du livre noir du médicament aux éditions Plomb, Se soigner sans médicaments, de A à Z au Cherche Midi. Et ce livre, qui date un petit peu désormais, puisqu'il date de 2021, mais pour lequel, Corinne Lalo, vous allez produire d'ailleurs une mise à jour, Le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu, aux éditions Le Cherche Midi. Un livre, on va prendre un petit peu de temps aujourd'hui justement, que je vous encourage tous à lire absolument, c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe dans notre monde et ce qui se joue derrière. Et Corinne Lalo a fait ce travail, un travail très important et un travail de pédagogie aussi, parce que ce livre est très très simple à aborder pour comprendre justement le grand désordre hormonal. Et avant de commencer à vous donner la parole, Corinne Lalo, je vais citer votre introduction. Quand les poissons se féminisent, quand les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les crapauds deviennent hermaphrodites, quand les ibis deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement, quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand les jeunes femmes découvrent l'endométriose et les ovaires polykystiques, quand les cancers du sein et la prostate explosent, quand les couples ont du mal à procréer, quand les obèses se multiplient, quand le nombre de diabétiques triple en 20 ans, quand les enfants ont des cerveaux déficients ou un QI en berne, quand le taux des déficients thyroïdiens a presque décuplé en 4 générations. C'est qu'il y a un problème. Et ce problème porte un nom. Ce sont les perturbateurs hormonaux ou perturbateurs endocriniens. Et vous revenez sur l'origine de ces perturbateurs endocriniens. Comment ils fonctionnent, vous l'expliquez aussi, pour que nous-mêmes nous comprenions mieux. Et pourquoi et comment on pourrait lutter et pourquoi on ne lutte pas. Corinne Lalo, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors oui, vous listez cette série et il y en a d'autres d'exemples, on va dire, prises et analysées pour voilà, le micro-pénis, la baisse de testostérone, etc. Et comment nous sommes envahis par ces perturbateurs endocriniens, comme on dit plus souvent. Mais j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu de champ et que vous nous expliquiez à quel moment ça a commencé vraiment à mal aller, on va dire, pour notre humanité de ce côté-là. Notre humanité, d'ailleurs, pas que notre humanité, parce que la Terre, les végétaux et les animaux sont concernés. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Ça se passe que, en fait, il aurait fallu, déjà dans les années 60, changer de direction. Et dans les années 60, il y a une whistleblower, c'est-à-dire vraiment une lanceuse d'alerte, qui a alerté. Et avec un livre qui a fait un best-seller qui s'appelle Le printemps silencieux. Oui. C'est Rachel Carson, une américaine. Qui un très joli nom, hein, mais qui veut tout dire. Le printemps silencieux, oui. Parce qu'elle raconte dans son livre qu'après des épandages par avion de pesticides, eh bien, quand le village se réveille, il n'y a plus un seul bruit. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien, c'est silencieux. Oui. Et elle est la première à avoir dénoncé ça. Et ensuite, en 91, en 1991, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de Wingspread, où justement, entre-temps, elle a publié en 61. Eh bien, en 30 ans, ensuite, tout a été vérifié scientifiquement. Il y a eu beaucoup d'études. Et donc, les scientifiques qui ont fait ces études, ensuite, sont réunis en 91 et ont lancé un appel alerte, mondial, une alerte, qui s'appelle l'appel de Wingspread, où ils disent, attention, toute la nature est contaminée. Et si la nature est contaminée, eh bien, il ne faut pas penser ou espérer que l'humain ne le sera pas. Et effectivement, l'humain est contaminé. Donc, on baigne dans une soupe chimique. C'est ça la vraie question, la vraie priorité pour la planète et la vraie santé, la vraie priorité de santé pour la planète, ce sont les perturbateurs chimiques et ce sont les maladies chroniques. Ce ne sont pas d'éventuels virus qui décimeraient la planète. Donc tout ça, c'est de la diversion. Le vrai problème, c'est le problème chimique
Et ça, l'OMS n'en parle pas. Ils préfèrent faire des changements de traités concernant justement les maladies infectieuses et non pas les maladies chroniques. Oui. On peut parler de l'OMS, justement, puisqu'en ce moment l'OMS tente de faire passer, elle a tenté en tout cas de faire passer son traité pandémique, vous le disiez. Ça a été plus ou moins pour le moment refusé, mais elle tente de le faire passer au niveau européen par les règlements. Oui, alors je peux vous montrer. Voilà. En gros, ce qui se passe, c'est ça. Ce qui existe actuellement, c'est le règlement sanitaire international, qui ne parle pas de pandémie. Et ils ont essayé de faire passer un traité pandémie, justement pour avoir plus de pouvoir. Bon. Pour que l'OMS récupère finalement la souveraineté des États sur les questions sanitaires. Voilà. Et donc, comme il y a eu une énorme mobilisation quand même, du coup, ils ont essayé de supprimer ce traité. Ils disent, ok, le traité, on ne pourra pas le voter cette fois-ci, c'est pas grave, on le votera plus tard. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des articles les plus importants de ce traité et ils l'ont mis dans le règlement sanitaire qui existe et qui sera donc amendé. Et les amendements vont être votés dedans. Et ils ont rajouté le mot pandémie à presque toutes les pages. Donc le règlement sanitaire devient le traité pandémique. Oui, mais donc on voit bien quelles sont les urgences visibles de l'OMS et de l'Union européenne avec. Alors que vous le dites, la véritable priorité, si on voulait s'accorder sur les questions sanitaires, ce serait de lutter contre ce désordre hormonal, contre ces perturbateurs chimiques qui sont partout. Vous le dites, nous sommes dans une soupe chimique finalement, qui ne fait que se multiplier. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, on aurait dû réagir dans les années 70, puis ensuite, après la deuxième alerte. Et en fait, pourquoi on ne réagit pas ? Peut-être aussi parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. On a, au lieu d'une réaction, et vous le racontez dans une petite histoire de poisson rouge au départ dans le bocal, au lieu d'une réaction normale de se dire « Ah, peut-être que ce qu'on a produit rend malade, etc., ou perturbe en tout cas, eh bien, on soigne avec d'autres médicaments ou d'autres. Et en fait, c'est la chaîne infernale où on rajoute toujours plus de chimiques aux chimiques et au malaise du départ. Et finalement, on ne fait qu'empirer la situation. Et ce sont les mêmes firmes qui fabriquent les pesticides, par exemple, qui détruisent nos systèmes hormonaux et ensuite nous proposent des médicaments pour nous guérir. Oui, exactement. Ou des vaccins. Ou des vaccins. On va y revenir parce que vous avez beaucoup travaillé dessus. Alors, juste une dernière question. On disait on aurait pu réagir beaucoup plus tôt. Vous pensez qu'à quel moment on a passé justement ce cap de l'industrialisation, de l'agrochimie qui a commencé à nous envahir ? En réalité, ça a commencé au 19e siècle avec la chimie. Voilà, ça c'est les premiers débuts. Mais le cap, ça a été l'après-guerre. Donc dans l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Ça a énormément augmenté. Les années 50. Les années 50, et surtout avec les pesticides. Les pesticides, c'est le plus gros problème chimique et le plus gros perturbateur endocrinien. Oui. Ce sont les pesticides, avec les médicaments. Oui. Et maintenant, il y en a de plus en plus d'autres, comme les perfluorés, les polybromés, voilà. Alors, on va aller sur ces perturbateurs endocriniens, mais peut-être avant de les définir et de voir où ils se trouvent et surtout ce qu'ils provoquent, parce que pour que tout le monde se sente concerné, qu'on comprenne bien que nous sommes tous ici, notre vie est en jeu, mais notre sexualité est en jeu, notre fécondité est en jeu, enfin tout est en jeu. Peut-être expliquer comment ça fonctionne, seulement ces perturbateurs endocriniens. Vous dites que ça joue sur nos hormones. Nos hormones sont des messagers. Elles sont la nature est toujours magnifiquement bien faite. Tout est ultra micro-dosé, etc. Et en fait, ces perturbateurs endocriniens, je vais y arriver, arrivent en fait comme un pavé dans la mare et fait exploser tout cet équilibre qui était très très raffiné en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il fait exploser l'équilibre, mais en réalité, il agit de façon insidieuse. Il n'agit pas en arrivant, je détruis la cellule. Non, pas du tout, justement. Oui. Le problème des perturbateurs, le perturbateur endocrinien, c'est qu'il imite les hormones naturelles. Donc, comme il les imite, il va s'installer à leur place dans les récepteurs des cellules, un peu comme un coucou va poser ses œufs dans le nid des autres oiseaux. Donc, les perturbateurs endocriniens, ils vont occuper la place des hormones naturelles sur les récepteurs des cellules, ce qui fait que les hormones naturelles ne pourront plus
faire leur travail. Oui. Il va se coller sur les récepteurs un peu comme du chewing-gum. Oui. Et ensuite, vous avez du mal En à fait, les le déloger. message est brouillé après. Ben oui, parce que les vraies hormones, les hormones naturelles, elles ne peuvent plus avoir accès à la cellule. Donc la ça peut cellule- provoquer des surréactions finalement du cerveau qui va commander plus de... Alors là, Voilà. vous allez me donner sur les termes scientifiques, mais en tout cas ça provoque des surréactions, des sous-réactions Voilà. par rapport à ce qui devrait être... Parce que, comme justement hormone, hormao en grec, ça veut dire j'excite, donc j'agis à distance et je sollicite. Donc l'hormone, il faut savoir que ça se situe sur trois étages. Hein. C'est au cerveau, il y a l'hypothalamus qui envoie un message à l'hypophyse et l'hypophyse envoie des messages à tous les organes, glandes du système. Donc vous avez la thyroïde, vous avez les gonades, que ce soit femelles ou mâles, les seins, vous avez... Donc ça c'est... Et puis les cortisols qui sont sur les reins, l'adrénaline, tout ça. Donc tout, ça va se situer sur 3 étages. Donc premier étage, l'hypothalamus, chef d'orchestre. Deuxième étage, hypophyse, l'adjoint du chef d'orchestre. Et ensuite, hop, le message se diffuse dans tout l'organisme. Et ça arrive aux cellules. Et les cellules, normalement, quand elles reçoivent le message, elles l'intègrent. Et après, elles envoient un rétrocontrôle au cerveau pour dire « Ok, on a eu le message, tu peux baisser le niveau, ou tu peux arrêter d'appuyer sur l'accélérateur. Maintenant, tu appuies sur le frein. » C'est comme ça, c'est un rétrocontrôle. Donc, tout ce que vous allez injecter dans le sang ou n'importe où va perturber ce rétrocontrôle, ce qui fait que même l'hypothalamus, il va avoir du mal à dire « Ah bah attends, qu'est-ce qui se passe ? Où, là ? Voilà, je ne sais pas où je suis. » Voilà. Et tout ce qui va être donné comme médicament, que ce soit au niveau hormonal, par exemple, quand vous allez pilule. faire la Vous parlez pilule, beaucoup de la pilule. voilà, la On va y pilule. venir. Voilà, ça, la pilule, c'est un perturbateur endocrinien par excellence, puisqu'il est fait pour ça. Oui. Voilà. Oui. Et puis vous avez après d'autres médicaments qui vont perturber aussi au niveau du cerveau. Par exemple, quand il y a des traitements pour la castration chimique des pédophiles, ça agit directement, il vous envoie une hormone GnRH qui va directement perturber la perception du cerveau et ensuite est supposée annihiler toutes les pulsions. Voilà. Et encore, comme vous dites, là, ce sont des médicaments qui sont créés pour cela. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres que l'on ingère à notre insu, des médicaments ou des poisons, on va revenir sur les 6 P, les 6 poisons, qui en fait ont cet effet de manière pas forcément voulue au départ, mais indirecte. On va revenir dessus, justement, quels sont les fameux 6 poisons, les 6 familles de perturbateurs endocriniens ou hormonaux? Voilà, alors c'est moi qui les ai réunis en 6 P. 6 P, P comme poison, et P comme produits pétroliers, parce que tout ça découle en fait de la chimie et du pétrole. De la pétrochimie, oui. Et de la pétrochimie. Et donc P comme poison, parce qu'il y a 150 000 substances, c'est très difficile de s'y retrouver. Oui. Bon, donc moi j'ai retrouvé les familles, ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il a fallu que je les retrouve. Donc P comme pesticides, historiquement, c'est les premiers et c'est les pires. Ça continue à être très grave, les pesticides. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas de pesticides. D'un seul coup, on a les fameux tracteurs qui nous arrivent des Américains et on balance. Voilà. Et il y a plusieurs générations Plan Marshall, il faut sauver, on n'a pas assez de nourriture, voilà. Les pesticides vont nous sauver de la famine. Voilà. Alors, il y a plusieurs générations de pesticides, et ça, Rachel Carson l'explique très bien, hein. C'est que vous aviez, au début, c'était des métaux, c'était l'étain, c'était des métaux. Et après, vous avez eu des organométaux, c'est-à-dire qu'ils rajoutaient du carbone dedans. Et là, vous avez toute la génération des organochlorés, alors avec du chlore, ou des organophosphorés, avec du phosphore. Et maintenant, vous avez la 3e génération, c'est des pyréthrinoïdes. Et vous avez aussi maintenant les néonicotinoïdes. Et c'est encore pire, parce que alors là, c'est direct le cerveau. Oui. Et le c'est les système, fameux qui nuisent aux abeilles. Hein. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas que les abeilles. Les abeilles sont juste des lanceuses d'alerte aussi, d'une certaine façon. Donc P comme pesticide, c'est le plus grave. Bon, avec maintenant P comme produit pharmaceutique, de l'autre côté, c'est tous les médicaments. C'est... Là, on va le mettre, pardon, je vois que... On va le faire dans le sens. Oui, non, on va le mettre évidemment à l'antenne, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit tout de suite sur la caméra. Je ne sais pas comment il faudra le pousser. Enfin bon, bref, on va le mettre à l'antenne, on le mettra à l'image, en direct. Donc après, P, on va faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. P comme plastifiant.
Alors, les plastifiants, vous avez les plastiques durs et les plastiques mous. Mm. Alors, les plastiques mous, c'est tout ce qui est phthalate. Et les plastiques durs, c'est tout ce qui est bisphénol. Voilà. Voilà. Bon, donc là, donnons un exemple concret. Plastique mou, c'est les sacs en plastique, les emballages en plastique, plastifiés. Oui, puis vous avez aussi, quand vous faites des perfusions à l'hôpital, Ah oui. vous voyez, Ah bah oui, c'est vrai. les petits sachets là, Ouais, mous ouais. dans lesquels il y a les produits, ça aussi. Ouais. Alors, par exemple, pour les prématurés, ça a été un gros problème. Ouais. Il y avait énormément de phthalate. Et on peut rester dans le domaine justement du bébé et de l'enfance, de la toute petite enfance. Il y a les biberons. Là, pour le coup, c'est un plastique dur. Et c'est du bisphénol A. Mm. Et donc, le bisphénol A a été interdit dans les biberons pour enfants. Oui. Mais ils ont mis d'autres bisphénols qui sont pas mieux. Mm. Donc, pour les bébés, plutôt des biberons en verre Mm. et en verre incassable. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je vais prendre l'avance sur les effets et les exemples, mais ce qui a pu être remarqué sur le bisphénol A, notamment cette conséquence sur les enfants, les bébés, qui ont eu une trop haute dose de bisphénol. Le bisphénol A, donc son effet perturbateur endocrinien a été prouvé. Ça a été le plus dangereux, hein, donc ça a été prouvé. Donc c'est interdit, par exemple, dans les biberons, mais ça n'est pas interdit, par exemple, dans les canettes Oui. en métal. Mm. Parce que dans une canette en métal, vous avez le métal, mais pour empêcher le métal d'être en contact avec le produit alimentaire qui est à l'intérieur Et oui, du il y a métal, une couche. il y a une couche. Et cette couche, c'est une couche de plastique. Et cette couche de plastique, c'est de l'époxy, en gros, c'est du bisphénol A. Bon, j'ai fait un reportage dans une usine où ils fabriquent ça, et j'ai très bien vu comment ils font, ils m'ont tout expliqué, Mm. et ils m'ont dit que c'est très important, parce que sinon, si vous mettez du jus de tomate dans une canette, eh ben, évidemment, le jus de tomate, il va oxyder. Oui. Voilà. Donc, sauf que maintenant, tous les gens qui prennent des canettes, qui boivent des canettes, il faut savoir qu'il y a une interaction et qu'à l'intérieur, c'est du bisphénol A. Mm. Que le bisphénol A a un effet féminisant. Alors, à quel point vous avez justement des chiffres ou des statistiques sur l'effet féminisant du bisphénol sur la population ? Il y en a tellement que vous avez énormément d'études. Donc, il n'y a Mm. pas juste un chiffre Oui. en disant, voilà, c'est tant de pourcentage. Non, Mm. ça non. Mm. Mais si on continue... Oui, on va continuer. On va voir qu'en plus, ce qui est terrible, hein, c'est que tout se cumule. Oui. Donc, Oui, voilà. Alors allons-y. On avait les plastifiants. On arrive Donc, aux les perfluorés. plastifiants. On arrive aux perfluorés. Alors, PFOS et PFAS. Perfluoré, ça veut dire avec du fluor. Mm. Et en fait, ce sont des plastifiants ou des anti-adhésifs. Et on appelle ça, en français, on dit PFAS, mais c'est la mode de dire PFAS. Mm. Moi, je préfère dire PFAS. Mm. Bon. Les perfluorés. Et donc ça, ils prennent du fluor et ils prennent du pétrole, en gros, hein, à la base, hein, c'est ça. Hein, et ils le mettent à très très haute température, ils le figent, ça fait comme de la pierre, et ils mettent ça sur les casseroles. Voilà. Et c'est ça qui fait anti-adhésif. Oui. Mais ils mettent pas ça que sur les Et casseroles. les poils. Les poêles, les casseroles, les friteuses, mais aussi en imperméabilisant Oui. sur les Sur chaussures, les vêtements. les tissus, énormément. Mm. Donc les PFAS, en ce moment, ça mobilise un petit peu tout le monde, et à juste titre. À juste titre. Mais il ne faut pas oublier le reste. Oui, bien sûr. Donc les PFAS, là C'est on le avait, fluor. on avait les plastifiants qui eux avaient un effet, on va dire féminisant. Les PFAS et le fluor, c'est plutôt, ça joue sur quel Tout cela, tous les 6P Mm. ont un effet plutôt féminisant. C'est intéressant d'ailleurs. Toujours C'est plus vers le intéressant. féminisant. Oui. Parce que il faut savoir que les féminisants, ça veut dire des hormones femelles. Mm. Mais les hormones mâles, testostérone, sont aromatisées, c'est-à-dire qu'il y a une chimie qui se fait dans le corps. Hein, il y a une enzyme qui prend la testostérone, qui la transforme Mm. en œstrogène, qui est une hormone femelle. Mm. Voilà. Et donc, si... Ah oui, la transformation n'a pas lieu. Voilà, ou alors elle est perturbée. Mm. Donc c'est D'accord. pour ça que ça va plus dans le sens Du femelle féminin. que mâle. On comprend, on vous suit. C'est pour ça que c'est intéressant. On fait aussi un petit peu de scientifique. Alors, le 4e P, les produits pharmaceutiques, évidemment. Non, alors on va prendre Ah, pardon. dans l'autre sens. Les On remonte. polybromés. Alors les polybromés, ça c'est pareil.
au lieu de mettre du fluor, on met du brome. Et aussi bien fluor que brome, c'est pas génial parce que ça va se mettre à la place de l'iode, par exemple, dans la thyroïde. Et ça, c'est très important. Oui. Et c'est un peu par ce biais-là que ça va agir aussi. Et donc, les polybromés, c'est du brome, c'est toxique. Et les polybromés, on les trouve dans tout ce qui est supposé retardateur de flamme bromé. Donc, dans les ordinateurs, dans tout ce qui est électronique, vous avez ça. Et vous l'avez aussi. Il y en avait qui mettaient ça dans les pyjamas pour bébés aux États-Unis. Oui. Les fluors. fluors. Vous dire, bon, les ordinateurs, on est en lien avec les mains, on touche mais bon, c'est pas comme une alimentation où c'est ingéré directement. Sauf que les ordinateurs, vous le respirez parce que ça chauffe. Oui. Et vous avez énormément de poussière de brome, de polybromés, qui vont être dans l'atmosphère. Et là, vous allez le respirer et vous allez l'ingérer par la respiration. Donc, c'est pas génial non plus. Non, c'est pas génial. C'est peut-être plus lent comme effet, comme ingestion. Mais... Alors, ce qui est terrible, par exemple, les perfluorés, c'est quand ils fabriquent des PFAS. Mais le fluor, en tant que tel, c'est pas bon du tout pour la santé parce que ça va se mettre toujours à la place de l'iode. Il y a un livre qui vient de sortir de Vincent Reléquier qui explique à quel point l'iode est important. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. C'est que votre thyroïde, elle ne fonctionne pas si elle n'a pas d'iode. Et si vous avez du fluor ou du brome qui va voler la place de l'iode dans la thyroïde, ça va tout vous perturber. Oui. D'accord. Alors on continue de monter parce qu'il faut qu'on finisse CIP avant d'aller aborder les cas concrets. Le parabène, celui-là, alors le parabène, il y en a 36 000 sortes de parabènes, mais on les trouve plutôt dans les conservateurs. C'est un conservateur dans les cosmétiques. Oui, c'est ça, j'allais dire dans les crèmes. Dans les crèmes, dans les cosmétiques. Maintenant, on voit partout sans parabène. Eh bien, il vaut mieux. Il vaut mieux, c'est pas pour rien. Dans les médicaments, on les trouve dans les médicaments. Et effectivement, je montre dans le livre, quand ils font des analyses, par exemple, dans des tumeurs du cancer du sein, ils retrouvent des parabènes. Et certains parabènes plus que d'autres. Oui. Alors, je fais pareil une parenthèse dans nos CIP. Vous disiez tout à l'heure, on a remplacé le bisphénol A par d'autres. Le parabène, maintenant, on peut acheter partout des crèmes où, en général, il est marqué sans parabène. Mais est-ce qu'il y a ce côté vicieux du message qui est de dire c'est sans ce parabène-là qui était interdit ou qui a été constaté comme dangereux, mais en fait, en gros, on aura toujours d'autres produits chimiques qui ne sont pas meilleurs pour la santé derrière. Ça dépend des produits chimiques parce que justement, il y en a qui sont moins dangereux que d'autres. Oui. Voilà, il y en a qui sont moins perturbateurs endocriniens que d'autres. Donc le parabène, les parabènes, s'il n'y en a pas, c'est déjà bien. Il faut voir par quoi ça a été remplacé, parce que de toute façon, il y aura un conservateur. Donc il faut voir quel est le conservateur. Voilà. On va aller après sur en fait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut vivre, parce que c'est la question qu'on se pose quand on dit là on est envahi, ils sont partout ces CIP. Mais finissons justement avec les fameux produits pharmaceutiques. Alors les produits pharmaceutiques sont les médicaments. Oui. Les médicaments, et on a un petit peu tendance à l'oublier, mais d'abord les Français sont en Europe surconsommateurs. Voilà, donc ça c'est très grave. Ça, c'est un petit peu de la faute des Français, mais c'est aussi la faute des médecins qui prescrivent trop. Un médecin français il prescrit 10 fois plus qu'un collègue médecin hollandais, par exemple. Bon, donc ça se comprend, puisque de toute façon, les études de médecine, actuellement, sont un petit peu Big Pharma, phagocytées par les laboratoires pharmaceutiques. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est peut-être l'origine du mal, on va y revenir. Mais... Oui. Et le problème, c'est que Big Pharma est aussi dans la recherche. Oui. Donc la recherche, maintenant, les chercheurs ont de moins en moins de liberté d'expression et ils ont en plus de moins en moins de crédit, ce qui fait qu'ils dépendent de plus en plus des laboratoires privés. Et ils ne font des recherches que si des recherches intéressent... vont dans le sens du laboratoire. Voilà. Évidemment. Donc s'il faut une découverte qui est merveilleuse pour la santé humaine, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Mais on revient à notre cycle là, dont on parlait tout à l'heure. On a commencé par, comme vous l'avez dit, par les pesticides. Et puis finalement, on se rend compte, alors dans votre histoire du poisson que j'aime bien, c'est là il s'agit de nettoyer une mauvaise algue, et puis ensuite ils vont mettre du produit pour enlever cette mauvaise algue, et puis finalement la maman poisson, les petits poissons tombent malades, la maman poisson est moins fertile, le papa perd sa libido, les spermatozoïdes sont moins vaillants. Que faire? Alors tout le monde arrive, le médecin pour poisson, et puis on prescrit un médicament, mais finalement on se rend compte que ça ne va pas mieux. Les spécialistes parlent de maladies multifactorielles. Et voilà. Et en fait, on est dans ce système-là où aujourd'hui, au lieu de tout arrêter,
on multiplie les causes finalement de notre mal, de cette soupe dont vous parliez tout à l'heure. Je trouve que c'est un bon résumé dans lequel on est. On est vraiment dans la soupe pour pas dire autre chose. Et là arrive d'ailleurs, j'aime bien cette image de la grand-mère. La grand-mère, c'est le bon sens finalement, qui dit mais peut-être qu'il faudrait juste changer, recommencer à mettre les poissons dans un milieu sain. Et ça ira mieux, propre. Et hop, ça recommence et ils vont beaucoup mieux. Sauf qu'évidemment, on n'a pas écouté la grand-mère, donc après, on recommence. Pour reprendre ce cycle, on se dit, aujourd'hui, ceux qui sont en effet les acteurs, donc qui financent, donc les laboratoires, et les chercheurs, et les médecins qui sont formés, notamment, et qui sont dirigés un peu par ces laboratoires, ne vont pas dans le sens de la véritable santé, finalement. Ils peuvent pas parce que commercialement, c'est pas intéressant. Oui. Et en plus de ça, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'agrochimie, les industries agrochimiques, finalement, sont les mêmes qu'ils fabriquent des additifs alimentaires. Ça, c'est le dernier P. C'est à la fois les médicaments, mais aussi tous les additifs alimentaires. Toute la nourriture ultra transformée qui est en train de détruire complètement. Aussi, ça, c'est le dernier P. C'est les produits pharmaceutiques. C'est à la fois des médicaments. Tous les Français, par exemple, qui sont sous antidépresseurs, tous les personnes de plus de 50 ans, on les a mis sous anticholestérol, les statines. Les statines sont des perturbateurs endocriniens directs, au point que les hommes qui prennent des statines anticholestérol, quelquefois, ils ont les seins qui grossissent. Oui. Ce sont des mâles à mamelles. Oui. Et ça, on va y revenir parce que d'ailleurs, c'est intéressant. J'ai reçu il y a peu de temps les deux auteurs du livre Transmania sur ce phénomène trans et qui ont dit mais attendez, il y a un phénomène trans qui est encouragé et certainement d'ailleurs que ce sont les mêmes acteurs derrière, toujours ces laboratoires qui ont tendance à vouloir encourager des mouvements qui peuvent leur permettre de gagner de l'argent, une nouvelle ressource avec ces transformations, ces opérations, etc. Mais il y a véritablement des gens qui sont en train d'être transformés et qui se sentent, qui sont hommes mais qui se sentent femmes. Parce leurs hormones ont été perturbées. Donc là, on retrouve le terrain scientifique et chimique, finalement, dont vous parlez dans votre livre. On va aller dans les exemples, mais avant, je voudrais aussi qu'on s'arrête sur un de vos chapitres qui est intéressant, quand la dose ne fait plus automatiquement le poison, qui est celle le réflexe naturel et même presque aujourd'hui de protection d'un citoyen normal, qui est de se dire, attendez, quand même, on a des études, on est quand même dans un monde sérieux, on a l'OMS qui travaille, tout ça, il y a des scientifiques. D'ailleurs, la preuve, on retire le parabène quand il est jugé dangereux. Donc, on a des garde-fous. Et là, vous nous dites, oui, non, mais ça marcherait si on n'avait que un poison, finalement. Le problème, c'est qu'on est envahi de ces poisons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On est envahi, et non seulement on est envahi, mais il y a certains de ces poisons qui, par exemple, agissent à très faible dose, puis après n'agissent plus, puis après encore de nouveau agissent à forte dose. Et il y a certains de ces poisons qui n'agissent pas à forte dose, mais qui agissent à faible dose. Donc on ne peut plus dire, selon la formule de Paracels, que c'est la dose qui fait le poison. Oui. Parce que si vous avez une faible dose, par exemple sur l'embryon, à un moment crucial de la formation de l'embryon, eh bien à ce moment-là, même avec une très faible dose, vous pouvez avoir un effet très grave sur la formation des organes. Oui. Donc voilà. Puis cette multiplication, cet effet de soupe, comme on le disait tout à l'heure. Et l'effet cocktail. Oui, c'est ça. Parce que vous pouvez avoir une molécule qui n'a pas d'effet sur l'organisme, pas d'effet nocif, et une autre qui n'en a pas non plus. Mais si vous les mettez ensemble, et ça c'est des chercheurs de Montpellier qui l'ont montré, si vous les mettez ensemble, eh bien là, ils vont trouver la clé pour ouvrir le coffre-fort. Simplement parce qu'ils ont travaillé ensemble, l'un à côté de l'autre. Deux complices pour ouvrir. Voilà, donc là, ils arrivent à trouver la formule 3D pour rentrer la clé dans la serrure. C'est assez terrible. Alors, on va aller dans les exemples et on va prendre des exemples les plus touchants. Donc, par exemple, quand les hommes perdent leur spermatozoïde et leur testostérone, j'ai toujours du mal à le dire. Et là, vous avez des chiffres et un schéma. Oui, alors là, c'est la densité moyenne du sperme chez les hommes dans tous les pays occidentaux, mais aussi y compris dans certains pays
Africains sous-développés, africains, du fait de l'utilisation des pesticides, principalement. Oui. Hein. Bon. Et on l'a vu, par exemple, aux Antilles, avec un pesticide qui s'appelle le chlordécone, Et oui, qui est un véritable scandale. qui est un véritable scandale. Et qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, eux sont beaucoup plus méfiants par rapport aux autorités sanitaires que nous. Parce que je précise juste sur ce scandale-là, qu'on a compris, on avait compris depuis un petit moment, les autorités sanitaires, que c'était mauvais pour la santé. On l'a interdit en métropole. Mais pas dans les Antilles, on a donné une autorisation, on pouvait garder encore, je sais pas combien de temps ça a encore duré, pendant au moins 10 ans je crois, où on a pu continuer d'utiliser ce pesticide. Et il était déjà interdit, par exemple, aux États-Unis, quand on l'a interdit, quand on l'a accepté chez nous, et en particulier en Guadeloupe. Et donc, justement, les Antilles, ils détiennent le record mondial du cancer de la prostate. Donc on sait. Et encore aujourd'hui, la terre est polluée, ce qui fait que les bananes issues de Guadeloupe ne sont pas forcément recommandées. Et les enfants ont aussi des problèmes cognitifs et aussi des problèmes de reproduction chez les femmes. Et il y a un procès et il y a eu un non-lieu général. Comme toujours. Voilà. On en est à un... Ou alors sinon, on a soit des non-lieux, soit des responsables, mais pas coupables. Oui. Voilà. Et bien, actuellement, c'est la mode, c'est les non-lieux. Oui, voilà, c'est la mode aux non-lieux. Voilà. Donc, bon, écoutez, non, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et donc, les juges d'instruction décident que non, que c'est terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. On blanchit tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé pour le chlordécone. Oui, c'est là le scandale. Parce qu'ils disent, oui, mais alors les juges, ils mettent dans leur arrêt de jugement de non-lieu que non... on ne peut pas, à l'époque, on ne pouvait pas savoir. On pouvait complètement savoir, puisque c'était déjà interdit ailleurs. Bon, déjà, surtout aux États-Unis, c'est quand même pas un pays qui est pas... Voilà. Il est visible, on le connaît. Donc, les arguments sont fallacieux. Et donc, les qui était derrière? C'était quelle industrie agrochimique, vous ne savez pas? La marque, je sais Monsanto plus. Non, c'était... Il me semble pas que c'était Monsanto. Bayer. C'était peut-être. Je veux pas dire parce que non, on va chercher. Mais c'est un des trois, un des 3-4. De toute façon, Monsanto a été racheté par Bayer. Donc, comme ça, maintenant, c'est réglé. Et de toute façon, le problème, c'est que maintenant, la justice ne fait pas son travail. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et si les Antillais sont en colère, c'est qu'ils ont des raisons de l'être. Bien sûr. Et les Antillais aujourd'hui, on a vu par exemple pendant la période du Covid. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils se sont pas laissés faire. Ils ont dit nous sommes méfiants et nous avons des raisons. Et nous, on devrait peut-être avoir des raisons d'être méfiants aussi. Mais on l'est moins. Alors revenons sur notre disparition, enfin perte énorme, moins 70% de densité de spermatozoïdes dans le sperme masculin. Oui. Et donc ça de 45, là, vous partez de 1945 à 2025. Enfin. 25, c'est à venir. Hein. C'est une... on voit bien on était en gros à 100 millions de spermatozoïdes par millilitre dans les années 40. On est maintenant en dessous de 25. Voilà. Donc, il y a une baisse de la quantité, mais il y a aussi une baisse de la qualité et de la vitalité. Donc, tout ça a été documenté. C'est d'abord les Danois qui s'en sont aperçus. Puis les Français ont dit « Oh non, mais ça, c'est bon pour les Danois, mais pas pour nous. On va quand même vérifier. » Et c'est le sécos. Vous savez, le sécos, c'est justement pour faciliter la procréation. Ils gardent du sperme dans de l'azote liquide, donc au froid. Et donc, ils ont dit « On va aller quand même vérifier dans nos stocks. » Et quand ils sont allés voir dans les stocks, ils se sont aperçus que les Français aussi, ils avaient connu cette même baisse. Et c'est après qu'ils ont commencé à regarder d'où ça pouvait venir. Et donc, moi, j'ai interviewé les gens du sécos et ils se sont même aperçus quelquefois que le taux de spermatozoïdes chez les agriculteurs pouvait baisser significativement juste après des épandages de pesticides. C'est incroyable. Donc, ils arrivent à faire le lien, là, il est là. Le lien, voilà, tout ça, le lien est documenté, il n'y a pas de souci, c'est documenté. Et donc là, ça, ce sont les spermatozoïdes. Mais vous avez aussi la testostérone qui a connu aussi une baisse. Oui, exactement. C'est moins documenté, la testostérone, mais c'est pas inutile de savoir que ça va ensemble aussi. Alors, toujours des choses qui vont dans le même appareil génital, le pénis, le micropénis. Le micropénis, ça, on l'a vu comment ? On l'a vu à cause d'un lac en Floride qui s'appelle le lac Apopka, où il y avait des alligators. Et comme il y avait une usine
de pesticides en amont du lac et il y a eu quelquefois des relargages, eh bien, dans le lac, les alligators mâles avaient des micropénis. Et quand ils ont comparé avec d'autres lacs qui n'étaient pas pollués, parce que tout ça, c'est de la pollution, n'est-ce pas? Mais le mot pollution, vous l'entendez plus. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, donc, c'est de la pollution On est dans la chimique. pandémie. On n'est pas Voilà. Donc, on ne peut pas être à la fois pandémique et pollué. Bon. Eh bien, figurez-vous que si, parce que plus on est pollué, plus on est pandémique. Oui. C'est étonnant. Alors, parce que ça, c'est une autre étude qui le montre. Donc, les pauvres alligators, mâles, moins de testostérone et moins de spermatozoïdes. Mais les alligators femelles n'ont pas de chance non plus, parce qu'elles ont des œufs, donc des ovules, qui sont un peu polykystiques, ou qui rappellent les ovules polykystiques des femmes. Donc ça, c'est dit nulle part, vous ne le trouverez pas. Mais il y a en gros les mêmes déformations, avec plusieurs noyaux et plusieurs œufs qui sont pondus trop en même temps. Et donc ces pauvres alligators, ils ont eu des micropénis. Oui. Sauf que là, vous me parlez des alligators, alors on se dit, bon, c'est les alligators, c'est pas si grave, mais évidemment, ça va jusqu'à toucher l'homme. Et vous parlez notamment de la pédiatre Laura Gaspari, qui a mené une étude dans le nord du Brésil et qui a pu voir, en effet, que ces perturbateurs chimiques jouaient directement sur, on va dire, la virilité des hommes. Eh bien, ça joue évidemment, parce qu'il faut savoir que dans les testicules des hommes, il y a des cellules qui fabriquent plutôt les spermatozoïdes et des cellules qui fabriquent plutôt la testostérone. Et à chaque fois, ces deux formes de cellules sont perturbées par les produits chimiques, parce que les produits chimiques vont y aller et vont les empêcher soit de fabriquer les spermatozoïdes, soit de fabriquer la testostérone. Oui. Alors, je voudrais qu'on continue parce que je trouve que ça, c'est quand même des choses qui touchent, évidemment, donc on va continuer là-dessus. Et des choses qu'on entend beaucoup aussi, on va aller du côté des femmes, l'endométriose. Oui. L'endométriose qu'on entend aujourd'hui, qui n'existait pas, dont on n'entendait pas parler, évidemment, les femmes sont toujours dans le tabou aussi, mais qui n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Et là, vous dites, finalement, ça peut être aussi lié aux perturbateurs endocriniens. Oui, donc maintenant, c'est de plus en plus documenté, les liens entre endométriose et perturbateurs endocriniens. Et je prends un exemple, par exemple, le glyphosate. Et je reviens au mâle. Bon. Dans la nouvelle édition du livre, je le mettrai, parce que ça, c'est une étude très, très récente, qui montre que, en fait, le glyphosate s'accumule dans les testicules. Et jusqu'à présent, l'INSERM, y compris dans les expertises collectives, disait ça ne s'accumule pas. Donc, ok, il y en a dans l'organisme, puisqu'il est là, on le mesure, donc on ne peut pas le nier, mais ça ne s'accumule pas, et l'organisme l'élimine. Or là, il y a une étude qui vient d'être faite, de Madame Vasseur, qui montre que non seulement ça ne s'élimine pas, mais ça s'accumule dans les testicules et dans les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Oui, mais donc, là, on n'est pas sur l'endométriose. Oui. Alors, l'endométriose, c'est une nouvelle maladie. Dans les années 60, on n'en avait jamais parlé. Oui. Il y a des stars. Est-ce qu'on n'en avait pas parlé parce que les femmes n'en parlaient pas parce que c'était tabou? Mais il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, c'est très simple, c'est qu'il n'y en avait pas. Il y avait de très, très rares cas. Donc, on sait, par exemple, qu'il y a des actrices, Marilyn Monroe, par exemple, avait de l'endométriose. Ah oui. Bon. Mais c'était très, très rare. Parce que qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Les gens ne le savent pas, c'est une maladie un peu c'était méconnu. Mais maintenant, les jeunes femmes, elles connaissent toutes ce mot. Tout à fait. Mais c'est simplement des cellules qui ont migré, c'est-à-dire que au lieu d'être des cellules à l'intérieur de l'endomètre c'est ce qui recouvre l'utérus à l'intérieur, eh bien, ces cellules, au lieu d'être là, et par exemple d'être sensibles aux hormones au moment des règles, elles se gonflent, puis après, elles se dégonflent, et puis elles laissent comme une partir éponge, le sang. quoi. Oui, c'est ça. Eh bien, ces cellules, il y en a un petit peu partout, elles ont migré. Et elles sont en dehors de l'endomètre, donc en dehors de l'utérus, et elles peuvent se retrouver au niveau des ovaires, en dehors même des ovaires. Une grosse douleur et des caillots sanguins très douloureux, dans les effets très douloureux. Et pour s'en débarrasser, il n'y a pas 36 solutions. C'est d'abord une chirurgie en dentelle, j'appelle ça en dentelle, c'est-à-dire que
les chirurgiens qui sont spécialisés là-dedans, ils vont enlever chaque lésion une par une. Mais il y a des bouchers qui vont arriver et qui vont dire « Ah ben non, allez hop, on enlève tout ». Et vous vous retrouvez sans ovaire ou même sans utérus. Mais il faut savoir qu'il y a des chercheurs italiens qui ont montré que ces cellules, quelquefois, elles avaient commencé à migrer in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse de l'embryon. Ah oui. Donc après, c'est encore plus difficile parce que vous vous en apercevez au moment de la puberté, quand il commence à y avoir les règles et la deuxième vague d'hormones. Alors on va parler des règles justement. Soit il y a des règles qui ne sont plus au rendez-vous, ou des pubertés ultra précoces aussi chez la femme. Alors, des pubertés ultra précoces, donc principalement, et ça c'est le professeur Sultan qui l'a montré du côté de Montpellier, dans les zones agricoles particulièrement inondées en pesticides, et en particulier les zones viticoles. Et donc, il y a plus de risques d'avoir un enfant avec des pubertés précoces, et quelquefois même à l'âge de 4 ans. Voilà, il y a eu des cas où c'était à l'âge de 4 ans, et puis il y a eu aussi des cas très très connus, aussi aux États-Unis et à Porto Rico. Et là, vous dites, on a quand même... on vit de toute façon un abaissement des premières règles. Dans la plupart des pays occidentaux, on était à 15 ans vers 1850. On est passé à 13 ans en 1950. Donc on a perdu 2 ans. En France, on est à 12,6 ans. Et vous dites, désormais, il y a quand même un nouveau phénomène qui s'ajoute à celui-ci, parce que le premier pouvait être même attribué plutôt à une amélioration de l'alimentation. C'est comme ça qu'on le comprenait. Oui. Donc plutôt les choses vont mieux, donc on fait une puberté plus tôt, c'est ça ? Oui. Mais là, on arrive à des pubertés très précoces. Voilà, là c'est maladif. Et là, il y aurait rien qui se produit chez une minorité de filles. Et alors, qu'est-ce que vous appelez très, très précoce ? À partir de quel âge à peu près ? Eh bien, ça peut être à 7 ans ou 8 ans, carrément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les règles, c'est directement lié à l'alimentation. Vous voyez ? Moi, j'ai fait des reportages à Auschwitz avec des survivantes d'Auschwitz. Et je leur demandais, doucement, parce que ces choses-là, on n'en parle pas comme ça. J'ai dit, mais alors comment vous faisiez quand vous aviez vos règles ? Parce que ça devait être terrible. Mais elle dit, mais ma pauvre amie, on n'avait plus nos règles. Dès qu'on n'a plus à manger, ça s'arrête. Oui, ça c'est sûr. Donc, qu'il y ait une baisse de l'âge des règles, ça veut peut-être dire que, d'une part, comme on est mieux nourri, généralement, on était mieux nourris. Maintenant, ça commence à se discuter. À s'inverser, oui. Ça commence à se discuter. Mais comme on était mieux nourris, ça pouvait s'expliquer que les règles arrivent un peu plus tôt. Mais quand on est inondé ou qu'on baigne dans une soupe chimique, là, c'est pas pareil. Oui. Dernier exemple, quand vous dites quand 100% des femmes enceintes sont polluées, je pense que là, ça parle à tout le monde aussi, et ça peut créer des enfants autistes, puisqu'on a une multiplication de l'autisme. Ça vous peut-être en parler aussi sur l'importance de l'autisme aujourd'hui. La courbe de l'autisme, elle est grave. Elle est très grave. Voilà. Ça, c'est la courbe de l'autisme. Non, ça, c'est l'asthme. Mais l'asthme, c'est pareil. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi... Je prends l'asthme ou l'autisme, c'est pareil. Je peux vous le montrer les deux. Mais c'est à peu près la même courbe que celle, d'ailleurs, c'est intéressant, de la diminution du sperme, mais inversée, quoi. On est vraiment dans les mêmes courbes. Et donc l'autisme, c'est ça, voilà, la courbe. C'était aux États-Unis, parce qu'ils sont encore plus touchés que nous. L'autisme, 1 sur 5000 dans les années 75, et là, 1 sur 54. Un autiste sur 5000 dans les années 75, et maintenant un autiste sur 54. Alors, avec la nouvelle, là, je fais la mise à jour, on est arrivé à 1 sur 36. C'est-à-dire de 1 sur 54, on est à 1 sur 36 à 4 ans d'intervalle. Sachant qu'avant, en 1975, ce qui fait que c'était pas il y a si longtemps, on était à 1 sur 5000. Oui. C'est énorme. Oui. Et donc... Et ça, c'est quoi, ça, alors ? Alors, l'autisme. Il faut savoir que l'autisme, pendant des années, maintenant, ça y est, je crois que c'est rentré dans la mentalité. Les gens savent que l'autisme, c'est pas psychanalytique. Oui. Mais pendant des années, c'est ce qu'on nous a servi. Oui, c'est vrai. Et encore, je peux vous dire, il y a 10 ans, avec mes collègues journalistes, quand je proposais des sujets sur le fait que l'autisme était dû aux produits chimiques, on me disait non. Attendez, est-ce qu'on peut faire une mise au point entre l'autisme et tout ce qui est les 10, la multiplication des 10, dysphasiques, dyslexiques, etc. L'autisme, c'est un spectre. C'est un spectre. Donc, vous avez différents degrés
d'atteinte du spectre autistique. Donc, tout ça, donc les dysphasiques, dyspraxiques et compagnie, ça aussi, ça a énormément augmenté. Mais c'est le même problème. C'est un problème d'organisation des neurones. Et l'autisme a augmenté en même temps que les produits chimiques, mais les produits chimiques, pesticides et compagnie, mais y compris les produits chimiques des vaccins et les nombres des vaccins aux États-Unis ont énormément. La multiplication des vaccins, en France aussi. Vous trouvez qu'on en a pas assez là, 12 Ils en ont plus aux États-Unis parce qu'ils sont à 70 là pour les bébés. Mais Combien nous, en France. 70 Ah oui, 70 différentes valeurs. C'est terrible. Et aux États-Unis, vous voyez l'autisme. Obligatoire. Ah ben, aux États-Unis, ça dépend des États. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais il y a le calendrier qui est recommandé par le CDC. Le CDC étant hautement contrôle disease, corrompu, comme on le dit. Et donc l'autisme a augmenté en fonction aussi du nombre de vaccins. D'autant plus que les Américains... Ça, c'est prouvé, ça ? Ah ben c'est prouvé. Le fait est que c'est prouvé. Non, mais là, on voit ça a augmenté. qu'il y a une augmentation des vaccins, une augmentation de l'autisme. Est-ce qu'on voit un lien ? Est-ce qu'il y a des études qui montrent le lien de cause à effet entre le vaccin et l'autisme ? Il y a plusieurs études qui montrent une corrélation. Et il y a en tout cas le CDC qui est incapable de fournir une explication et même une explication pour dire que ça ne cause pas l'autisme. Pourtant, ils ont écrit sur leur site les vaccins, l'autisme n'est pas causé par les vaccins. Et quand ils ont été attaqués en justice par de très bons avocats, dont un excellent avocat qui s'appelle Aaron Siri, eh bien, quand il les a interviewés, ils ont été incapables de dire qu'ils avaient fait des études pour dire que ça ne causait pas l'autisme. Donc, ils n'avaient pas le droit de mettre que ça ne causait pas l'autisme. Mais comme il y a de plus en plus d'études qui montrent que plus vous êtes vacciné et plus vous avez d'autisme, eh bien, actuellement, maintenant, il y a des... Donc ça, c'est pas complotiste, pour reprendre le fameux mot à la mode. C'est pas complotiste. Et il y a des livres maintenant qui sortent qui montrent très bien que les enfants qui ne sont pas vaccinés aux États-Unis sont en bien meilleure santé que les enfants qui sont vaccinés. D'ailleurs, ça, on l'a vu pendant le Covid et comment ils s'appellent, les Amish. Les Amish, se portent très bien. Qui est une communauté qui se porte très bien, ils ne connaissent pas l'autisme. Alors que, eux, pareil, ils produisent leur propre alimentation et tout ça, sur des terres saines. Donc, on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce qu'ils mangent mieux. Déjà, c'est pas mal qu'ils mangent mieux. Mais c'est surtout aussi que eux, ils ne sont pas vaccinés. Donc, déjà, ils n'ont pas eu du mercure. Le mercure, c'est un toxique. C'est terrible. Et c'est un perturbateur hormonal terrible. Et c'est un toxique pour les neurones. Donc, c'est vous parlez de tous les vaccins, ou c'est les vaccins nouvelle génération, ou c'est le cumul des vaccins ? Déjà, il y a le problème du cocktail. Il y a le problème des ingrédients qu'il y a dedans. Mais par exemple, le mercure. Le mercure aux États-Unis était, parce que maintenant c'est fini, ils ont arrêté de le mettre dans les vaccins des bébés. Donc à un jour. Maintenant, il y a d'autres vaccins, mais ils vaccinent le premier jour de la naissance avec le vaccin hépatite B, qui est une maladie qui ne concerne que les adultes. Oui, mais ça, on a le même maintenant. Nous aussi, on a hépatite B. Alors voilà. Et donc ça, c'est très grave en France. C'est que jusqu'à 2017-2018, on n'avait que 3 vaccins obligatoires, qui d'ailleurs ne correspondaient plus du tout aux maladies existantes. Donc déjà, c'était inutile. Et moi, j'avais interviewé le directeur du comité des vaccins. Il me le disait. Il me disait, mais de toute façon, le tétanos, il n'y en a pas. Diphtérie, tétanos, polio. Diphtérie, il n'y en a pas. Et en plus de ça, si on a de la diphtérie, on sait le soigner, parce qu'on a les antibiotiques. Et puis, et polio, il n'y en a pas. Donc, ça ne sert à rien de vacciner contre la polio, puisqu'il n'y en a pas. Ça n'existe plus. Bon, donc pourquoi on vaccine ? Donc, non seulement on vaccine, donc il y a les 3 qui étaient obligatoires. Et comme il n'y avait pas de vaccin qui contenait que les 3, ils avaient mis sur le marché des vaccins qui contenaient 6 valences ou 5 valences. Et on n'avait pas le choix, parce que c'est la seule chose qu'on pouvait trouver. Mais on pouvait ne pas les prendre. Parce qu'on peut dire, écoutez, sur le marché, on ne les a pas. Et donc, il y a beaucoup de parents qui ont attaqué. On dit, écoutez, on a 3 vaccins obligatoires. Sur le marché, en pharmacie, il n'y a que des cocktails à 6 ou à 5. Donc, nous, on ne se sent pas obligés. Eh bien, qu'a fait le gouvernement ? Il les a rendus tous obligatoires, comme ça, ils sont tous obligés. Voilà. Sans compter que, le temps de la procédure judiciaire, de toute façon, ils n'avaient pas de place en crèche ni rien, parce que tout ça, c'est obligatoire pour rentrer en crèche. Donc, la première mesure du gouvernement, Édouard Philippe,
à l'élection de Macron en 2017, ça a été de dire, hop, on rend tout ça obligatoire. Ouais. Donc on passe de 3 à 11 vaccins obligatoires. Et là, ils sont en train Oui. de parler de rendre encore un autre vaccin Oui. obligatoire sur la méningite. C'est gravissime. C'est gravissime. Sachant que là, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe aussi, l'Agence nationale du médicament et de la santé a dit que a fait rentrer dans la catégorie des produits vénéneux, je crois, ces vaccins, peut-être pour pouvoir changer leur brevet et mettre des vaccins d'une nouvelle génération, donc possiblement avec de l'ARN ou des choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, tout ce qui se pose comme problème, c'est la question de l'ARN. Donc ça, c'est les vaccins Covid. Donc les vaccins Covid. Mais qui vont être développés à d'autres objectifs. Oui, justement, que le mais Covid. qui existent déjà. Oui. Et le problème des vaccins Covid, c'est que non seulement ce sont des vaccins expérimentaux. Expérimentaux, il faut le savoir. Et l'expérimentation a été faite, mais bâclée, avec la complicité des régulateurs européens et américains. Donc Oui. ça, c'est gravissime. Ça reste... Et de la présidente de la Commission européenne. Exactement, qui a cautionné le tout. Mais ça reste gravissime parce que ces vaccins ARN devraient être interdits. Et un jour, ils le seront. Oui, mais dans Peut-être. 50 ans, avec un non-lieu. Avec énormément d'effets secondaires Oui. qui, pour l'instant, sont camouflés. Et je pèse mes mots, ils sont camouflés. Oui. Et donc, l'Agence nationale ANSM du médicament ne donne plus. Avant, il y avait les bilans globaux des effets secondaires, tous cumulés. Il les donne plus. Au niveau européen, c'est très difficile de les avoir. Alors, les Anglais, quand vous les avez, ils sont moins secrets, les Anglais. Donc, ils ont fini quand même par laisser quelques chiffres sortir. Et là, c'est dramatique parce qu'on voit bien que les gens qui ont été vaccinés avec les vaccins anti-Covid à l'ARN sont beaucoup plus morts que les autres. Oui. Donc, non seulement ça provoque plus de risques d'avoir le Covid, mais en plus, ça provoque plus de risques de mourir. Donc, les gens qui ne sont pas vaccinés sont en meilleure santé et plus vivants que les autres. Alors, on revient, pour rétropédaler un petit peu, pour quitter le domaine des vaccins qui pourrait être une thématique à part et pendant une série sur un an. Ouais. Je voudrais aujourd'hui, donc l'idée aussi de votre livre, c'est de dire, bon, attention, voilà, lancer l'alerte, un très très gros travail de pédagogie, c'est très facile d'accès, il y a des schémas, il y a des formulations simples, c'est plein de bon sens, et souvent d'ailleurs on retrouve le bon sens, on va dire la formule simple, quand justement on dit la vérité, hein, quand ça devient biscornu, c'est peut-être qu'il y a un loup justement. Et le rôle de tout ça, vous dites, c'est pas de nous déprimer tous, on va tous mourir et devenir une espèce de grenouille hermaphrodite, Oui. mais on peut réagir à notre niveau déjà, évidemment, et puis pourquoi pas faire réagir les autorités. Alors comment peut-on réagir, nous? Vous dites déjà, H24, on est sous pression, mais on peut faire des choix. Donc il y a déjà sur ce point-là, et puis sur le plan plus global. Alors, oui, justement, donc ce que j'explique dans le livre, c'est comment 24 heures sur 24, on est agressé. Donc, c'est un peu comme quand vous traversez la rue. Vous faites attention, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. C'est du bon sens. Oui. Et bien là, c'est pareil. Donc, je donne les quelques conseils de base, de bon sens. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de base, voilà. de bon sens, Non, déjà, donc qui nous évitent le pire, on va dire. Donc, pour pas être stressé, donc il faut simplement prendre des habitudes. Alors après, ça commence dès le matin, parce que dès le matin, quand vous vous réveillez, si vous n'avez pas fait attention à votre parquet, s'il est en PVC, donc là, il y a des phtalates qui sont dans les poussières. Si vous avez mis des prises avec des insecticides anti-moustiques, vous avez des pesticides dans l'air. Si vous avez mis des boules anti... Donc pas de prise, hein, au moins pas pour les enfants, pour éviter qu'ils se fassent piquer. On remet la vieille moustiquaire. Oui, non imprégnée. Imprégnée de pesticides. Oui. Parce que l'OMS recommande, par exemple en Afrique, des moustiquaires imprégnés de pesticides pour les femmes enceintes. Donc ça, c'est gravissime. Bon. Moi, j'ai des contacts avec le Cameroun, par exemple. Ils distribuent ça dans les campagnes. Donc les femmes enceintes, elles respirent des moustiquaires. On pourra parler des distributions soi-disant. Voilà. Donc déjà dans la chambre, donc en Afrique, les tissus, les matelas. Alors tout ce qui est anti-acarien, anti-taches, anti-taches aussi bien sur les couettes,
Ça, c'est la chambre, rien que la chambre. Hein. Et après, vous allez dans la salle de bain. Dans la salle de bain, vous avez tous les produits de la salle de bain. Oui, bah là, on est envahi, là. Envahis, y compris aussi les arômes chimiques. Et dans la cuisine, c'est le pire, parce que dans la cuisine, alors là, c'est quand vous commencez à faire, par exemple, chauffer vos œufs au plat dans une poêle. Téfal. Je donne pas de barre. Pardon, c'est moi qui ai donné. Donc, des poêles avec du téflon. Eh bien, ça, le téflon, c'est des PFAS. C'est des perfluorés, puisque c'est anti-adhésif. D'accord. Voilà. Donc, tout ce qui est le matériel de cuisine avec du téflon, eh ben, si on veut éviter d'avoir des PFAS dans le sang, eh ben, on évite. On prend des poêles en inox. Et en inox, il faut bien faire attention à bien les chauffer avant de mettre l'œuf au plat, parce que sinon, ça colle. Donc, il y a des petits trucs à savoir, parce que sinon, les gens vont prendre une poêle en inox et ils vont dire, oh, bah non, ça colle. Ça colle, oui, oui. ça colle, mais il faut d'abord bien chauffer. Voilà, mais ça, on ne nous explique pas. Et donc, dans la cuisine, vous avez... Alors, vous faites chauffer de l'eau. Si vous faites chauffer de l'eau dans une... par exemple, dans une théière, dans une bouilloire en plastique, attention, parce que ça va migrer. Oui, bah c'est ça. Dès qu'on fait chauffer dans du plastique, donc le biberon au micro-ondes, catastrophe, là. Alors là, catastrophe. Le truc vraiment à pas faire. Oui. Et tout ce qui est plastique dans le micro-ondes, Oui, plastique chauffé, surtout catastrophe. plastique chauffé. Et il y a aussi, on vous vend quelquefois, par exemple, des sachets en plastique avec la nourriture dedans, et puis vous le mettez dans l'eau chaude. Ah oui. Bah, sauf que ça migre. Et même, vous avez des restaurants, 3 étoiles, 4 étoiles, quelquefois j'ai vu 3 étoiles, il faut chauffer à basse température. Soi-disant, c'est super, donc vous arrivez, ah oui, super. Sauf que, quand c'est à basse température, ils le mettent dans du plastique. Donc ça chauffe dans le plastique. Donc ça ne fait que migrer. Tout ce qui est dans le plastique va migrer. Donc il faut le savoir. Vous prenez des grains de la semoule, de couscous, vous mettez le sachet dans l'eau bouillante. Oui. Et ben, Donc le mieux, c'est les boîtes en carton. Alors non. Mais non. donnez-nous une solution, parce que là, Alors non, parce qu'il faut on achète savoir. en vrac. Non, mais on Non, vrac mais- dans du tissu. Oui. Si vous prenez une boîte en carton, et vous mettez de la nourriture dedans, humide, avec de l'huile ou avec de l'eau, si c'est du carton, ça va traverser le carton, on Oui. est d'accord? Oui. Donc, si ça traverse pas le carton, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a été mis entre. Et devinez qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme Le fameux Voilà. film plastique dont vous parliez tout à l'heure, là, un avec film le plastique, bisphénol A. voilà, Ouais. qui peut être soit de la famille des bisphénols, soit de la famille des phtalates, soit des deux mélangés. Mais il faut savoir que même les jolis emballages en carton qu'on a actuellement un peu partout quand vous Oui. achetez un... Oui, quand on veut acheter un petit peu, justement, écolo, machin truc. Voilà. Oui. Bon, donc il faut savoir que même, par exemple, les boîtes de pizza, les trucs comme ça, Oui. eh ben, si c'est du carton et que Il a ça été ne un petit peu pénètre travaillé, pas, oui, c'est qu'il est travaillé. Mm. Donc, pareil pour tous les emballages en plastique. D'accord. Donc, Et, il nous reste plus et dans la grand-chose, hein. cuisine, Oui. il y a la question des emballages, Oui. mais il y a surtout la question, Des produits. après, et des additifs dans la nourriture. Oui. Là, c'est encore tout Surtout un pan, quand on achète une nourriture transformée. voilà, Donc ultra ça, transformé, surtout, où là, vous avez des additifs qui sont carrément dramatiques pour la santé, mais qui sont dedans. Donc là, pareil, vous regardez quand même l'étiquette, et s'il y a du E, vous achetez pas. Du quoi? E150, Oui. vous voyez Ah oui. tous les E là, quand vous D'accord. regardez l'étiquette. D'accord. E322, donc là vous regardez à quoi correspond le E et éventuellement vous n'achetez pas. Bon, et en fait, quand on résume, parce que bon, on peut continuer comme ça longtemps, on se dit que c'est difficile hein, de passer entre slalomer. les gouttes là, De slalomer. d'un orage pareil. Et donc, on se dit, le résumé, ce serait de retourner justement chez les Amish, quoi, quand on vous entend. Bah, les Amish, ils sont en meilleure santé Ouais. déjà. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, être obèse, diabétique, plus fragile face aux infections? Parce que c'est quand vous êtes complètement pollué Ah oui, que vous êtes fragile aux infections, et pas l'inverse. bien sûr. Et pas l'inverse, y compris chez les abeilles. Quand vous mettez des insecticides partout, eh ben, les abeilles, elles vont avoir des infections et même des parasites. Et on va dire, ah là là, elles ont des parasites, on va les soigner contre les parasites. Mais non, évitons qu'elles aient des parasites en les affaiblissant. Mais ça, c'est des
des connaissances qui sont assez récentes. Hein. Mais c'est surtout, c'est prendre les choses de manière globale et pas seulement au tenter. On a l'impression qu'on a oublié de regarder les choses, le cycle de la vie de manière globale finalement, avec ses antériorités. C'est pour ça qu'il faut que, en fait, on fasse plus attention à éduquer les enfants et les jeunes et à leur donner plus de bases, de connaissances de sciences. De sciences nat, sciences naturelles qu'on appelle sciences et vie de la Terre. Alors, je voudrais conclure, Corinne Lano, parce qu'on a pris finalement plus de temps que prévu, sur ce grand désordre hormonal et ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'avais reçu il n'y a pas si longtemps le professeur Raoult qui nous a dit finalement, il y a l'Occident notamment, les Américains avaient une courbe de croissance de vie, on vivait de plus en plus longtemps, qui était en constante augmentation, puis ça y est. On a non seulement un plateau, mais une rechute. Parce que justement, il l'expliquait pour les mêmes raisons que les vôtres, c'est-à-dire nous créons nos propres désordres. Et donc nous sommes en train de retomber. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir revenir à avant les années 50 finalement? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un réveil un jour ou au moins des communautés qui vont s'organiser et qui vont aller vivre autrement parce qu'ils n'en peuvent plus? Ce qui est sûr, c'est que les gens savent bien maintenant qu'il vaut mieux une nourriture saine qu'une nourriture trop chimique. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas la possibilité. Parce qu'il y a trop de lobbies au niveau européen et américain pour empêcher que justement ces industriels inondent finalement l'environnement avec des produits chimiques. Oui. Donc, est-ce que ça va changer je ne suis pas Madame Soleil, mais déjà dans les années 60, Rachel Carson disait, on est à la croisée des chemins, soit on prend le chemin facile et on va s'intoxiquer encore plus, soit on prend le chemin difficile et on va redresser la situation. Ça, c'était en 1960. Oui. Bon, on a pris le chemin facile. Hein. On a pris le chemin facile et effectivement, c'est pire que tout maintenant. Donc maintenant, on peut toujours dire le même raisonnement, on peut tenir le même raisonnement. Soit on est encore une fois à la croisée des chemins, soit on continue à prendre le chemin facile, et ça va être de pire en pire. Et c'est de pire en pire parce que les gens sont de plus en plus en mauvaise santé. Ah oui, mais ça fait toujours le beurre des industries, donc pourquoi s'arrêterait-il finalement? Peut-être parce que eux, ils ne vont pas s'arrêter si on les... Mais beaucoup d'ailleurs, ils n'ont plus d'enfants. Hein. Moi, j'avais discuté une fois avec un patron d'industrie chimique. Je lui dis, mais quand même, vous êtes dans l'industrie chimique, vous faites ça, vous produisez des pesticides. Mais vos enfants, ils vont être comment? Il me dit, moi, je sais pas, j'ai pas d'enfants. Oui. Ils s'en fichent. C'est peut-être ça aussi le problème. Merci beaucoup Corinne Lalo. Le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu. Nous sommes dans cette soupe chimique, on l'a bien compris. Comment sortir et surtout comprendre cette soupe, les ingrédients de cette soupe? Eh bien, tout est dit dans ce livre qui va être bientôt réédité. Donc peut-être, c'est quand la réédition? À la rentrée. À la rentrée. Il faut déjà le prendre comme ça. Oui, non, mais il est déjà suffisamment riche. Hein. Ce que je vais faire dans la réédition, c'est que je vais mettre à jour toutes les données. Mais les tendances sont les mêmes. Mais c'est exactement les mêmes tendances. Oui. Tout ce que je trouve comme études ne font que confirmer. Donc tout est là. Simplement, je donnerai des sources plus récentes. Merci beaucoup Corinne Lalo. Le grand désordre hormonal aux éditions Le Cherche Midi.